Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Élection présidentielle 2025, essentiellement consacrée à l'élection du 12 octobre prochain. Vous le savez, le corps électoral est donc convoqué depuis vendredi dernier à 18h30 et ce jusqu'à 19h50. Nous allons essayer de décrypter les faits d'actualité de cette élection-là, écouter les candidats ou leurs représentants, analyser les rapports de force et faire entendre la voix des citoyens. Ce soir, le thème est le jeu des alliances. Qui parle avec qui a trahi qui? Un numéro de téléphone sera affiché tout à l'heure au bas du petit écran qui vous permettra de participer à cette émission à travers des messages ou des posts WhatsApp qui seront lus en fin d'émission. Quelques éléments seront également diffusés dès l'entame. Mais d'abord, je dis bonsoir aux panélistes de ce soir. Eric Niamsi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau et je pense que je fais de mon mieux pour contribuer à la construction de la pensée. Vous êtes le représentant du candidat déclaré Célestin Djamène. Effectivement. Merci d'être là ce soir. Je dis bonsoir à Dynamique Esso. Bonsoir, M. Dipita Tongo. Et je suis content d'être sur ce plateau parce que le thème il a été bien choisi et les affaires sérieuses doivent commencer. Vous êtes même un habitué des alliances et coalitions, vos mouvements progressistes. Ouais. Vous êtes MP à l'époque, il y avait une coalition avec l'UDC. Oui. On en parle certainement dans un moment. Je dis également bonsoir à Bedi Mokwo. Oui, bonsoir et merci de recevoir le Manidem sur votre plateau ce soir par ma modeste personne. Évidemment, vous êtes du Manidem. Oui, bien sûr. Et on pourrait dire, on faire un chargé de la communication du Manidem. On peut faire un crochet. C'est vrai que chez nous, on dit secrétaire national chargé de la communication, oui. D'accord, mais je voudrais dire, on pourrait aussi faire un crochet avec le groupe de Douala. Mais absolument, vous savez que vous y êtes bien représenté. Absolument, le Manidem, représenté par son président, Anissé Kane, est dans le groupe de Douala. Le Manidem joue les rôles les premiers dans le groupe de Douala, vous le savez. Enfin, je dis bonsoir à Basile Togo, qui est ce soir le représentant du RDPC, donc le candidat déclaré Paul Biya. Bonsoir. Bonsoir mon cher Dipita Tongo, bonsoir à tous les co-panélistes. Effectivement, je m'appelle Basile Togo, je suis communicant du RDPC, encore appelé communicant du lion. Le lion ici symbolise cet animal politique. On a un chasseur de lions sur le plateau. Que beaucoup de chasseurs, effectivement, essayent d'abattre. Mais sauf qu'ils ont des armes rouillées complètement. Ah, voilà, le débat est lancé. On va donc prendre la première transition et ouvrir avec quelques éléments, je l'ai dit, en contexte avec cette campagne électorale. Ce reportage de Oriane, Inès Pangan, qui revient sur la constitution du dossier de candidature, un reportage fait depuis Yaoundé. Elle va un peu nous dire exactement en quoi cela consiste-t-il. On regarde. Au Cameroun, les candidats à l'élection présidentielle sont soit investis par un parti politique représenté au Parlement ou dans une collectivité territoriale décentralisée, soit indépendants, présentés par au moins 300 signatures légalisées de personnalités originaires des 10 régions. Ces derniers doivent faire une déclaration de candidature revêtue d'une signature légalisée, un document qui doit indiquer les noms, les prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé. En plus, la couleur, le signe et le titre choisi pour l'impression des bulletins de vote. Aussi, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, une lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature ou une liste de 300 signatures requises, une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution, un certificat d'imposition ou de non-imposition, un certificat de nationalité et l'original du certificat de versement du cautionnement. En effet, le candidat doit verser au Trésor public
une caution de 30 millions de francs CFA. La dite déclaration doit être faite en double exemplaire dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral auprès de la Direction générale des élections ou auprès des démembrements régionaux de l'ECAM. Il est à noter que pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, les dépôts de candidature s'arrêteront le 21 juillet prochain. Alors donc, qui est dit, on sera au soir du 11 août, je crois. Dépôt de candidature 21 juillet, 11 août, publication de la liste définitive retenue par Elections Cameroun, sous réserve évidemment du contentieux qui va suivre cette étape-là. Mais avant d'y arriver, essayons de parler des faits marquants des présidentielles. C'est dans cet autre reportage. Cette fois-ci, on revient avec, on l'embraye avec Orient Donkin. Amadou Ahidjo est élu en 1960 le premier président du Cameroun dans un contexte d'indépendance. Son élection et sa réélection 5 ans plus tard, sans réelle opposition, établit un régime de parti unique qui dominera pendant plus de 2 décennies. 1982, Amadou Ahidjo démissionne et son dauphin constitutionnel lui succède. Celui-ci mettra en place le multipartisme en 1992 avec la première élection présidentielle à plusieurs candidats. Cette élection historique oppose Paul Biya à John Froundi, leader de l'opposition. Ce scrutin sera marqué non seulement par une forte participation, mais également par des accusations de fraude et de tensions politiques. John Froundi revendique la victoire, mais Paul Biya est officiellement réélu. Le multipartisme ne sera pas le seul fait majeur de ce moment. Les débats autour de la transparence électorale vont s'inviter à la fête et vont y rester puisque les scrutins de 1997, 2004, 2011 et 2018 vont connaître pour vainqueur le même candidat, Paul Biya, avec des scores souvent supérieurs à 70%. Des résultats régulièrement contestés par l'opposition et même les observateurs internationaux. 2025 est là. À l'approche de cet autre tournant décisif pour la nation, au multipartisme, débat autour de la transparence électorale s'ajoute la coalition. Ce dernier aspect très présent lors de l'élection présidentielle de 2018 est encore d'actualité cette année 2025. Pour des partis de l'opposition et une certaine opinion, il faut faire bloc pour renverser le mastodonte RDPC. Seulement, avec les coalitions, les groupes ou alliances qui se font et se défont à quelques mois de la présidentielle, faut-il s'inquiéter? Voilà toute la question, Oriane. Donc, on finit peut-être cette série de petits sujets à l'entame de l'émission avec une autre série qu'on entamait hier. Nous sommes allés à la rencontre du délégué régional ELECAM pour le littoral, Serge Bourdon Otia, qui nous initie ou alors nous indique un certain nombre d'étapes à parcourir. Cet élément revient donc sur l'initiation, l'apprentissage de la loi en matière électorale. Suivez plutôt. Oui, vous savez que la révision des listes électorales s'est achevée effectivement avec la convocation du corps électoral vendredi dernier. Et immédiatement, une fois que ce communiqué a été rendu public, le décret du président a été rendu public, nous avons cessé d'inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Et maintenant, par la suite, nous avons 2 terrains sur lesquels nous travaillons en ce moment. Premièrement, une fois que la révision s'achève, vous savez qu'il y a eu beaucoup de données. Ces données doivent être transitées à la direction générale pour permettre leur toilettage et leur traitement, afin que ces données soient intégrées sur les listes définitives et que les cartes électorales pour l'année 2025 soient produites. Donc c'est la première chose, c'est un des travaux que nous faisons en ce moment. En dehors de cela, vous savez aussi que le processus électoral est séquencé. La révision des listes électorales s'est achevée avec la convocation du corps électoral. Et maintenant, donc, nous entrons dans le dépôt de candidature. Les candidats ont pour cela 10 jours. Et ces 10 jours, c'est à compter de la date de convocation du corps électoral. Donc, en ce moment, nous sommes en train d'attendre les différents candidats
qui voudront bien déposer leur candidature à la délégation régionale parce que, comme vous le savez également, la loi électorale permet qu'on dépose les candidatures dans 2 endroits différents. Un démembrement qui est la délégation régionale de l'ECAM et à la direction générale. Donc, nous attendons les candidatures depuis vendredi soir et ce jusqu'à lundi, 21 juillet à minuit. Nos bureaux de la délégation régionale resteront ouverts jusqu'à minuit le 21 juillet, en attente justement de ces candidatures. Donc, si vous descendez, là, vous allez voir le dispositif, il est mis en place pour recevoir toutes les personnes qui veulent se renseigner et qui ont besoin de certains documents dans le cadre de leur constitution de dossier. Parce que nous leur délivrons également une attestation d'inscription sur les listes électorales. Et je précise ici que peu importe où ils sont inscrits, ils peuvent s'approcher de nous. L'essentiel est qu'ils aient leur carte d'électeur ou alors un récépissé qui prouve effectivement qu'ils sont inscrits sur une liste électorale. Et nous pouvons vérifier dans notre base de données et nous pouvons leur délivrer une attestation d'inscription et liste électorale, peu importe où ils sont enregistrés. Voilà donc ce qu'on peut dire pour cette séquence d'éléments pour ce soir, l'émission élection présidentielle 2025, on l'a dit, qui va nous conduire jusqu'au scrutin et bien au-delà. On prend la transition pour entrer définitivement dans la phase du grand débat avec les panélistes. Le jeu des alliances, qui parle avec qui a trahi qui. On va donc essayer d'analyser cette dynamique d'alliance et de désunion dans le champ politique camerounais à l'approche de l'élection présidentielle. Contrairement à ce qu'on a l'impression que l'on a, il n'y a pas que les alliances à l'opposition. Le RDPC, je vous prends un témoin, Basile, a quand même également un certain nombre de partis alliés. D'ailleurs, tout récemment, on a vu le départ de l'UNDP et du FSNC de cette alliance-là. Il faut donc le dire pour le rappeler. Pour vous, comment vous vivez ce mécanisme d'alliance dans votre camp? Bon, déjà, nous estimons que cela fait partie de la vitalité démocratique qu'a voulu le chef de l'État. Les Camerounais doivent se rassembler, discuter entre eux, trouver des terrains d'entente. Et lorsque ces terrains d'entente étaient trouvés, il y a des conventions qui sont arrêtées. Et à partir de là, non, on peut commencer à travailler. Et sur cette base-là, donc, je veux vous prendre à témoin, excellent journaliste d'investigation que vous êtes, merci, que le RDPC est maître de la coalition politique. Pendant que le peuple camerounais attend de l'opposition, coalition, à l'effet de venir challenger, je prends à témoin le peuple, à l'effet de venir challenger le RDPC, mais le RDPC montre à suffisance au peuple que c'est même lui le parti le plus indiqué en termes de coalition. Souvenez-vous qu'en 1990, au début du multipartisme, nous sommes allés à une élection législative municipale, législative. Oh, nous avons eu 88 députés. Nous avons fait une coalition avec le MDR à l'effet d'avoir une certaine majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour que nos projets et propositions de loi puissent passer. Et depuis lors, jusqu'à date, le RDPC n'a vécu que dans la coalition. Pourtant, nous connaissons l'importance de la coalition. La coalition permet, n'est-ce pas, de fédérer les énergies autour d'un idéal commun, qui est celui d'apporter sa pierre angulaire dans la construction de notre pays. Et vous connaissez nos partis alliés traditionnels, que ce soit l'UNDP à l'époque, l'UPC, le MDR, l'ANDP, et ces partis ont toujours accompagné le RDPC. Et récemment encore, je pense qu'en 2018, nous avons vu
un autre parti allié, le PADEC, des gens de Diomomo, qui a fait alliance avec le RDPC et une vingtaine d'autres partis qui ont été dénombrés, qui ont été dénommés le groupe de G20. Donc, il faut donc comprendre à suffisance que nous avons compris la sociologie du peuple, qui voudrait qu'on ne peut pas diriger un pays seul, puisqu'il faut des intelligences différentes pour pouvoir faire avancer le débat. Mais qu'en est-il donc de l'opposition? D'accord. Petit rappel, le phénomène d'alliance n'est pas nouveau. Depuis le retour multipartisme en 92, je prends à témoin le Manidem, qui est peut-être le plus ancien en termes de parti de l'opposition sur le plateau. Aussi. Pas du tout. Manidem, le MP avant le Manidem. Oui. Bon. En 92, le MP était déjà là. Oui, le MP était là. Le MP était candidat à l'élection présidentielle 92. Ah oui, bon. Je l'ai dit. Non, je le laisse... D'accord. D'accord. Mais il est vrai aussi que le Manidem est une excroissance de l'UPC. En fait, c'est ça l'idée. Oui. Non, le Manidem sort de l'UPC. Ok. Maintenant, administrativement, le MP peut être né avant le Manidem. D'accord. Mais politiquement et historiquement, le Manidem est plus ancien parce que le Manidem, c'est l'UPC. D'accord. Pour tout dire, c'est que même le RDPC est l'UPC. Non, pas du tout. Parce que c'est plus ancien. Non, pas du tout. Et le seul parti qu'on avait qui combattait, le reste c'était l'UPC. Non, pas du tout. Pas du Bon, tout. Non, c'est important. C'est important ce qu'il vient de dire et ça me permet un peu de clarifier cette situation. Jusqu'ici, il y a deux courants politiques au Cameroun. Depuis les années 40, il n'y a eu que deux courants politiques au Cameroun. Il y a le courant UPC, les UPCistes, et il y a les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été pour la véritable indépendance du Cameroun, qui ont commencé par l'UC, l'UNC, le RDPC et tous ces enfants. C'est-à-dire cette image, c'est comme un enfant qui naît, l'UC, qui atteint l'adolescence, l'UNC, qui est en âge mature, le RDPC. Il accouche beaucoup de partis. Et tous les partis au Cameroun sont des partis du RDPC. Qui me permet de le dire, que ce soit l'UNDP, le SIF, le MLT, tout ce monde-là, c'est des partis issus du RDPC. De par leurs militants. Oui, mais de par leur parcours politique. Et à côté, il y a donc le courant UPCiste qui, lui, a accouché du Manidem aujourd'hui. D'accord. Voilà, je crois que là, on commence à se comprendre un peu. Cela dit, je tente de dire que le phénomène des alliances, coalitions et autres n'est pas nouveau. Il date des années 90, du moins du retour du multipartisme, tout au moins. 92, 97, 2004, 2011, 2018, on en a connu. Un peu plus avant, c'est-à-dire si vous revenez sur l'histoire du Cameroun, à l'aube des indépendances, il y a déjà eu des coalitions. Bon, mais on peut aussi s'arrêter sur des... on peut s'arrêter sur les dates récentes. C'était 90, là où on a le retour au multipartisme. On peut choisir de s'arrêter sur des dates récentes pour ne pas... C'est la raison pour laquelle j'ai pris comme référence. Mais c'est bien de repartir plus loin pour ne pas non plus, pour restituer l'histoire dans son intégralité. Alors, Dynamique, comment vous jugez le paysage politique actuel en matière d'alliance et de stratégie de coalition? Actuellement, chez nous, au MP, nous ne parlons même pas encore de stratégie de coalition parce que pour l'instant, il n'y a aucun véritable candidat et c'est au sorti de toutes les dépositions que les grandes choses vont commencer. Aujourd'hui, et depuis un bon bout de temps, nous essayons de scruter la scène politique et au vu de plusieurs émissions, nous voyons que l'opposition n'est pas prête à se mettre ensemble. Que la fragmentation qu'il y a dans l'opposition, on risque de trouver 2 ou 3 coalitions contre le parti d'en face. Et ça ne sera pas bénéfique pour nous. C'est pour ça que je dis, nous allons attendre jusqu'à la dernière minute de voir ceux qui seront retenus. Et là, les grandes choses peuvent commencer. D'accord. Eric Yamsi, sur la lecture qu'on fait de ces... Vous savez, les coalitions, c'est très important. C'est intrinsèque à la démocratie. Et d'ailleurs, on a besoin d'agencer les forces pour pouvoir effectivement renverser, essayer de renverser les choses. Et déjà, nous,
au niveau d'APA, on a compris cela si tôt. Nous sommes déjà dans une alliance malgré les difficultés, parce que non seulement la formation d'une coalition est tellement difficile, et le maintien également de la coalition, et quand je parle du maintien, le maintien de la cohésion au niveau de la coalition, c'est également quelque chose de très difficile. Mais déjà, nous sommes très conscients que c'est très important, voilà, d'agencer les forces pour pouvoir... Vous êtes également dans cette dynamique. Effectivement. À un moment, vous étiez... avec APC, je crois. Non. ATP, vous étiez dans une dynamique au départ. Bien sûr, bien sûr. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous savez, il y a, comme je disais tantôt, la formation de la coalition, c'est difficile. Le maintien de la coalition, c'est difficile. On a besoin des gens qui ont plus de conviction, des personnes qui sont de plus en plus portées par l'intérêt général, des personnes qui peuvent faire beaucoup de sacrifices pour la nation. Donc c'est difficile aujourd'hui de maintenir la coalition, mais nous sommes conscients, parce que déjà au début on était dans cette dynamique, nous sommes conscients que c'est très important pour essayer de changer les choses. Oui, Bédi Moko, sur la même question. Oui, je ne vais pas me priver d'être pédagogue, sans pédantisme. Bien sûr. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Dans la vie politique d'un pays n'est pas statique, n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des soubresauts, il y a des évolutions. Et dans le parcours politique même d'un parti, il lui arrive de faire des alliances. Mais toutes les alliances ne sont pas pareilles. Il y a des alliances de circonstances qu'on peut faire pour une situation conjoncturelle. Il y a des alliances structurelles qui sont des alliances idéologiques. Par exemple, le Manidem est un parti, tout le monde le sait, révolutionnaire, panafricaniste, anti-impérialiste et tout le reste. Donc on connaît fondamentalement l'idéologie du Manidem qui n'est rien d'autre que l'idéologie primitive de l'UPC depuis les années 48. Mais quand on est face à certaines situations, il y a des alliances qu'on peut faire, qui ne doivent pas forcément être des alliances idéologiques, parce que quand on est à une situation conjoncturelle, on peut faire des alliances statiques, stratégiques. Et c'est à ça qu'on est maintenant. Nous sommes face à une élection présidentielle. Quand le Manidem est dans le groupe de Douala à travers son président, il n'y est pas pour une conjonction d'idéologie ou quoi que ce soit. C'est bien clair. Le Manidem est dans le groupe de Douala parce que nous sommes à une situation conjoncturelle. Il nous faut chercher un candidat consensuel pour venir à bout du régime RDPC. Point barre. Je crois que là, on se comprend bien. Ouais. Donc, quand on s'allie à des gens dans le groupe de Douala, on n'est pas à une alliance idéologique ou quoi que ce soit. Nous sommes à une situation conjoncturelle. Une mobilisation des forces. Des forces pour que le rapport de force vous permette à même de venir à bout du régime que nous voulons. L'ambition, c'est quoi? À base de RDPC et puis advienne que pourra? Non, pas du tout. Justement, le programme du groupe de Douala est qu'on fait tomber le régime RDPC, ce qui est la volonté de la majorité des Camerounais. Parce que je devrais aussi vous dire que dans le parcours politique d'un pays, il y a souvent des conditions objectives. Il y a des conditions objectives d'une transformation politique, mais qui doivent être encadrées par des conditions subjectives pour qu'elles arrivent à une réalisation. Donc la situation actuelle en 2025 est exactement celle de 2025 où nous sommes à des conditions objectives réunies, c'est-à-dire le ras-le-bol des populations. Il faut donc encadrer, capitaliser ce ras-le-bol pour venir à bout de ce régime. Et c'est à cela que s'emploie le groupe de Douala, dont avec le président du Manidem, qui est la principale, bon, je vais être gentil pour les autres, qui est l'une des chevilles ouvrières de ce groupe. Nous sommes donc à une situation conjoncturelle où nous réunissons les forces
pour venir à bout du régime. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, ce n'est pas forcément d'installer au pouvoir quelqu'un qui viendra faire 7, 10, 15 ans aussi, non, mais c'est de mettre au pouvoir quelqu'un qui va s'associer avec toutes les forces qui l'auront porté au pouvoir pour aboutir à une phase transitoire et une phase transitoire pendant laquelle on remettra toutes les pendules à l'heure pour installer des conditions idéales, adéquates pour un nouveau Cameroun. Voilà l'objectif du groupe de Douala. Vous avez répondu à une part de la prochaine question. Ces alliances sont-elles idéologiques, stratégiques ou simplement opportunistes, Eric? Non, vous savez, quand on parle d'alliance ou du moins de coalition, ça ne prend pas nécessairement en compte, ou du moins la question idéologique, parce que c'est plusieurs partis qui ont, il y a des divergences, mais il y a l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est quoi? C'est de s'unir pour inverser le rapport de force. Alors, ça ne doit pas nécessairement être axé, ou ça ne peut pas être axé, ou du moins être focalisé sur des questions idéologiques, etc. Donc voilà. Dynamique? Idéologique, opportuniste? Non, ce sont des alliances opportunistes. Des alliances opportunistes parce que même quand on veut faire basculer le rapport de force, il faudrait quand même avoir des principes. Et si le principe de vouloir faire basculer le parti en face, c'est qu'après avoir eu à le faire basculer, qu'on se retrouve devant le chaos, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Et sur ce, moi, je vois que c'est beaucoup plus opportuniste que stratégique. Pour que ça soit stratégique, il faudrait qu'il y ait totalement l'intérêt du peuple derrière ces coalitions-là, afin que même le peuple en ayant voté ne doute pas de la bonne pensée de cette alliance. Basile? Oui, elle peut être stratégique, comme vous avez dit. Si je prends le cas du RDP 190, qui n'avait pas la majorité au niveau du Parlement. 92. Donc pour moi, qui n'avait pas la majorité au niveau du Parlement, il a fallu coaliser avec le MDR, qui avait 6 voix, et ça nous a permis d'avoir 94 voix. Elles peuvent être idéologiques, lorsque les deux partis convergent vers le même projet de société, par exemple. Mais il faut remarquer que, qu'elles soient stratégiques ou idéologiques, les coalitions ont pour but, n'est-ce pas, d'impliquer le maximum de personnes. Déjà, il faut avoir la volonté même de coaliser. Le RDPC, parti que je représente ici, malgré son implantation géographique, tend toujours la main vers les autres partis politiques pour essayer de construire ce pays que nous voulons tous. Et ça permet aussi à ces pays-là, n'est-ce pas, de se frotter à ces partis politiques, autant pour moi, de se frotter sur la gestion ainsi que la gouvernance, puisqu'on les intègre au sein du gouvernement, et forcément ça les permet aussi d'avoir une certaine manne pour pouvoir gérer au cas où, n'est-ce pas, ils pourraient avoir une certaine cursus, parce que ça entre dans leur cursus, et puis le moment opportun, ils peuvent se prévaloir d'avoir été membre du gouvernement ou autre. Donc c'est cet apport qu'on essaye d'injecter, n'est-ce pas, dans le tissu politique camerounais, parce que nous pensons qu'avec notre force, si nous écrasons les autres partis politiques, ça peut plutôt jouer en notre défaveur, dans le sens où ils seront vraiment mis en difficulté et ils peuvent trouver des voies et moyens pour s'exprimer. Alors, vous coalisez pour ne pas écraser les autres. Non, on coalise parce que le RDP, c'est nul. Mais là, de départ, c'est une coalition stratégique. Nul ne peut le nier ici. Il ne peut pas être trop fort. Nul ne peut le nier ici que le RDP, c'est quand même... Même sans alliés. Justement, je dois vous demander... Ça, c'est une évidence. Je vais vous demander si le départ de l'UNDP et du FSNC a une conséquence impactante dans votre stratégie de déploiement pour la prochaine campagne électorale. Ça, c'est une question très pertinente parce que ça surchauffe beaucoup dans les réseaux sociaux et dans certains médias. Écoutez, le RDPC n'a aucunement peur, n'est-ce pas,
au niveau de l'élection présidentielle du fait que ces deux alliés classiques traditionnels aient quitté le bateau. C'est vrai que lorsque vous avez un partenaire, vous avez toujours un pincement de cœur que vous allez vous séparer, mais il serait faible d'esprit de croire que c'est uniquement grâce au ministre Chiroma et grâce au ministre Bello que le RDPC a son chiffre, ou bien que le RDPC a le nombre de voix qu'il a connu pendant la présidentielle, notamment au niveau du Grand Nord. Dans d'autres termes, vous auriez pu vous en passer. En d'autres termes, non, on ne peut pas le dire. En d'autres termes, c'est pour vous dire que le RDPC est suffisamment implanté dans le Grand Nord. Nous avons près de 100 sections dans le Grand Nord. C'est là se demander pourquoi la nécessité des alliances. Selon, départ toujours notre sommier politique, nous avons près de 1200 sous-sections dans le Grand Nord. Nous avons près de 10 200 comités de base et près de 15 000 cellules. Et lorsque vous allez voir que dans chaque bureau, que ce soit des sections, sous-sections, comités de base, cellules, c'est constitué de près de 16 membres, quittant du président jusqu'au conseiller numéro 3, par exemple. Vous voyez donc que x3, ça va l'OJ, l'OF, le RDPC, vous voyez que c'est un bastion quand même assez conséquent pour le RDPC. Et ce sont eux qui sont nos relais locaux sur le terrain. La preuve, lors de l'élection législative municipale, le RDPC a engrangé un certain nombre de voix en termes de conseillers municipaux, de conseillers régionaux, des sénateurs et des députés. Malgré le fait que le FNC et l'UNDP sont allés à la même élection. Donc, il serait faible de croire que le départ de ces deux partis politiques va venir fragiliser pourtant le RDPC. Non. Et je vous assure que le RDPC est plus fort lorsqu'il est en difficulté. Ah d'accord. Non, lorsqu'il est en difficulté. Donc il y a quand même un sous-entendu de difficulté. Parce que, oui, c'est clair, parce que le maillage territorial que ces deux alliés couvraient, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'investir le terrain. D'accord. Parce qu'ils faisaient la campagne pour le RDPC. Là maintenant, puisqu'ils ne vont plus faire la campagne pour le RDPC, nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'envoyer nos élites politiques et nos cadres investir le terrain. Et vous avez vu que même au sein même de ces partis politiques, formations politiques-là, il y a des divergences d'opinion où les gens estiment qu'il y a des décisions qui ont été prises sans implémenter les membres du bureau. On a compris qu'il était en train de développer la politique du danger, c'est-à-dire maintenant que le RDPC sait qu'il est en danger, il n'est plus en danger, donc il devient plus fort. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Bon, tout à l'heure, je suis en train de vous parler des conditions objectives. C'est dans ce sillage qu'on met les démissions des alliés du RDPC ou les défections des alliés du RDPC qu'on est en train d'observer. Les conditions objectives, c'est quoi? C'est que dans l'histoire d'un peuple, dans la vie politique d'un pays, il y a des moments où beaucoup de conditions se réunissent pour qu'il y ait une transformation. C'est à cela qu'on est. C'est-à-dire, si tous les jours on se rend compte que les populations ont des problèmes de suicide, d'électricité, de paupérisation, ça peut couler, mais à un moment, toutes ces conditions se réunissent et deviennent explosives. C'est exactement à ça qu'on est. Et c'est dans ce même sillage qu'on met les défections des alliés qu'on voit. Les défections des alliés, c'est une chose, mais on sait tous que même à l'intérieur du RDPC, ça boue. Ça boue. Donc c'est tout cela qui fait des conditions objectives qui sont réunies et qui font que en octobre, cette muraille qu'on a crue indestructible, elle va tomber. Elle va tomber parce que dans la base, elle est déjà totalement fragilisée, que ce soit à l'intérieur même de cette muraille, c'est-à-dire le RDPC, le régime RDPC, que ce soit au niveau de la population, quelque chose va bouger forcément parce que toutes les conditions objectives sont réunies. Il faut maintenant qu'il y ait des supra-conditions pour canaliser tous ces mécontentements et ce régime va tomber. Alors, Dynamique, la question des alliances sous-entend également celle des candidatures uniques ou multiples que l'on rencontre d'ailleurs en général du côté des partis de l'opposition. Il est arrivé qu'il y ait certains qui soient mis en coalition, mais il n'empêche pas que d'autres, qui c'est peut-être pour fragiliser ce côté-là, eux, ils vont en individualiste. Est-ce que cette stratégie ne permet pas au RDPC
je veux dire, sans trop d'efforts, venir à bout de l'opposition camerounaise? Réellement, c'est dans ça que nous sommes en train d'aller. Ok. Nous sommes en train d'aller, tout doit vers le mieux. Mais je voudrais un temps soit peu revenir dans les propos de monsieur, parce que... Basile Togo. Ah, Bédi Moko. Monsieur Bédi Moko, la plus belle façon avec laquelle on a toujours eu à tromper l'opposition, c'est de faire savoir qu'il y a des problèmes au RDPC. Et dans le RDPC, personne ne veut perdre son poste. C'est de là où vous voyez leur rattachement qui pousse ce même peuple pour lequel vous avez dit... Mais j'ai beaucoup plus parlé des conditions au niveau du peuple. Ces conditions au niveau du peuple, plus qu'au niveau du RDPC. Je voudrais bien recentrer ça. C'est que ceux qui sont là-bas, qui savent qu'ils ont mis le peuple dans ces conditions, ne veulent pas lâcher le grand-pain. Et ne lâcheront pas. Parce que quand le temps arrivera, ils voteront celui qui leur a donné la possibilité d'être dans cet endroit. Mais c'est une politique qui ne tiendra pas éternellement. Ça a beau bouillir. Elle ne peut pas tenir éternellement. C'est pas là où il y a le problème. Mais nous sommes en train de voir juste où la culture... D'accord, mais pour revenir sur la question posée concernant... Vous ne me donnez pas l'impression que vous avez réellement une sorte de changement. Hein? Non, c'est le MP. C'est pas là où il y a le problème. Ah, il est aussi un parti allié du RDPC. Pas du tout. Pas du tout. Je dis... Le changement commence d'abord par soi-même. Ce n'est pas le parti qui change. Il commence d'abord par soi-même. Mais au vu des agissements, de ce que plusieurs leaders montrent à la face du peuple, on doit se poser des questions. Depuis plus de 7 ou 8 mois, depuis 1 an, il y a des plateformes qui se font. Mais vous voyez comment les gens se désolidarisent. Donc ça doit inquiéter. Et qu'est-ce qui peut en être la raison? La raison pour cela, c'est qu'il y a des gens qui essaient d'imposer d'autres, qui essaient d'imposer leur façon de voir aux autres partis. Par contre, pour faire un candidat fort de l'opposition, il faudrait qu'il y ait une assise forte et que la profession de français, celle qui peut garantir le bien-être de tout le peuple camerounais. Je voulais le relancer juste en une toute petite minute. Vous savez combien de candidats potentiel il y a au moment où nous parlons là, combien de candidats à l'élection présidentielle? Une trentaine? Oui. Ouais. Il me semble qu'il y en a 37. Exact. Et vous pensez que tous ces candidats, ils sont véritablement de l'opposition? C'est pour ça que je disais tantôt. Donc, la majorité de ces candidats sont justement montés pour fragiliser l'opposition. Voici le véritable problème. C'est pour cela qu'il faut une attention de tous les instants et qu'il faut que ceux qui ont réellement besoin de changement fassent une coalition comme au niveau du groupe de Douala où on cherche un candidat consensuel. Parce que nous savons que c'est l'émiettement des voix de l'opposition qui fait le jeu du RDPC, hein, tout simplement. Et le RDPC ne va pas laisser que l'opposition s'organise sans qu'ils mettent les moyens pour torpiller. C'est de là où la question de M. Donc quand il y a 37, candidats déjà déclarés, la majorité, je peux le dire sans risque de me tromper, sont des candidats montés par le RDPC pour venir créer la diversion au niveau de l'électorat de l'opposition. Vous avez des éléments pour matérialiser ça? C'est ce qui s'est toujours vu. C'est pour ça que je dis... Et je vous prends à témoin, vous verrez qu'à la veille des élections, ceux qui pourront tenir, parce qu'ils commencent à fragiliser l'électorat de l'opposition dès le départ. Vous savez, on ne peut pas attribuer à l'opinion et à la population une parfaite connaissance des enjeux politiques. Quelqu'un qui a passé tout son temps à vouloir que les choses changent. Et il a face à lui 37 candidats qui veulent faire tomber le RDPC. Vous pensez qu'il va faire quoi? La première des choses qu'il fait, c'est de rester chez lui le jour du vote. Il faudrait que je réponde totalement à sa question. Il va rester chez lui le jour des élections, il n'ira pas voter. M'a demandé, avec tout ce qui se passe, est-ce que nous sommes sûrs de ce que l'opposition pourra faire? Candidature unique ou multiple. Voilà. Est-ce qu'il y a... Et le vrai fond là-dedans, quand je disais que nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Nous qui? Nous, l'opposition, nous sommes en train d'aller droit dans le mur parce qu'il y a certains qui ne bougeront pas de leur position. Ou c'est eux, ou c'est pas eux. Et si c'est pas eux, ils iront seuls. Et au vu de cela,
petit électeur qui est dans le quartier, quand il voit tout ce qui se passe, qui votera-t-il? Il votera l'abstention, il va rester. Voilà. Donc on va écouter à présent Eric Niamsi. Mais avant, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent donc déjà envoyer leur message par WhatsApp au numéro 673 65 75 55. 673 65 75 55. Ces messages seront lus en fin d'émission. Ça permettra également à ceux-là qui essaient peut-être de poser des questions ou de contribuer à l'échange au débat de ce soir. Eric Niamsi, sur la question des candidatures uniques ou multiples dans certains camps en général. Moi, je pense que, contrairement aux positions des uns et des autres, moi, je pense que ça ne cause pas un problème. Parce que c'est bien, on peut être candidat déclaré, mais maintenant, la validation de la candidature, c'est un autre processus. Bien sûr. Donc, ça veut dire, si on a peut-être une trentaine de candidatures aujourd'hui, des candidats qui sont déclarés, mais maintenant, lors du processus de validation, c'est une autre chose. Moi, je crois que ça n'a pas un impact réel. Ce n'est pas un problème parce qu'à un moment donné, on a un peuple, je pense que ce peuple est mature. Je pense que ce peuple sait ce qu'il veut et effectivement, nous voyons tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est au peuple de décider parce que la souveraineté appartient au peuple. Et c'est à travers les élections que le peuple peut sanctionner. Donc maintenant, la balle est dans le camp de ce peuple qui doit effectivement prendre conscience que nous sommes dans une situation désastreuse, il faut le dire. Maintenant, face à une situation désastreuse, il faut faire preuve de maturité, prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est effectivement donner sa confiance à quelqu'un qui peut effectivement... À un candidat parmi les 37. Non, moi, je ne trouve pas un problème à ça. D'avoir 37 candidats. Non, moi je ne trouve pas un problème. Je disais tantôt que, par exemple, les alliances, les coalitions, moi je loue les coalitions. Nous, dès le départ, on était déjà dans cette dynamique. C'est même croire que votre parti est créé pour. Non. Bon, je vous laisse donc, ça veut dire que nous sommes dans cette dynamique. Mais je dis, ce peuple a assez de maturité pour... choisir le bon parmi les 37. Bah. Vous choisissez le bon parmi les 37. Venons-en quand même à la question centrale de la thématique de ce soir, parlant de rupture, trahison et incohérence. Dans ces dynamiques-là, qui marche avec qui? Qui a quitté qui? Pourquoi? Quelles peuvent être les raisons aujourd'hui de ces multiples échecs? On a cité des cas 92, 97, 2004, 2011, 2018. Il y a toujours eu des tentatives. Bon, 92, ça a plus ou moins bien marché à un moment donné, puisqu'ils sont quand même allés jusqu'à l'élection. C'est au sorti de là qu'on a eu des dissonances entre... Mais dès 97, 2004, il y a eu plus de malentendus qu'autre chose. Alors, Bédi Mouko, à cette question, que peut-on dire? Commençons en 92. D'accord. En 92, le Manidem était encore l'UPC. Et le Manidem peut s'enorgueillir d'être le parti dans le siège duquel le candidat de 92 a été déclaré, le candidat de l'Union pour le changement. C'était l'UPC à la manœuvre jusqu'à la désignation du nom. Parce que l'Union pour le changement, quand on abrège, ça fait... UPC. Donc l'UPC était totalement à la manœuvre. Et c'est dans le siège actuel du Manidem que Froundi a été désigné comme candidat de l'Union pour le changement. À Bonadibon. En 92, il y a eu ce candidat de l'Union pour le changement. Il y a eu d'autres candidats. Il me semble qu'il y avait peut-être 8 ou 7 autres candidats. Et l'Union pour le changement, ce jour, a désigné un candidat avant même que le SDF ne plébiscite Froundi comme son candidat. Parce que Yon Froundi avait des oppositions au sein du SDF. Il y avait Bernard Mouna qui était encore tout feu tout flamme à cette époque et qui voulait être le candidat
du SDF. Mais l'Union pour le changement a réussi à imposer John Fundi. Et maintenant, je crois que tout le monde sait que le candidat de l'Union pour le changement a gagné les élections de 1992. Vous êtes sûr que Basile le sait? C'est connu maintenant que le candidat de l'Union pour le changement a gagné les élections de 1992. Ça pour dire quoi? Pour dire que un candidat consensuel peut toujours passer, même s'il y a d'autres candidats que j'appellerais fantaisistes à côté. Maintenant, pourquoi les alliances n'ont pas jusqu'ici marché? J'ai commencé à vous le dire tout à l'heure. La première des choses, c'est que beaucoup de candidats qui viennent se déclarer pour une élection présidentielle ne sont pas venus véritablement pour renverser le régime en place. Ils sont très souvent des accompagnateurs qui sont venus créer une diversion au sein de l'opposition. Première chose. La deuxième chose, beaucoup de leaders de l'opposition, présidents de partis et autres, très souvent et très rapidement se sentent investis d'une mission divine. Nous avons toujours dénoncé cela, le messianisme, c'est-à-dire chacun pense que c'est lui que Jésus-Christ a envoyé pour sauver libérer le Cameroun. Et il devient dès lors très difficile à quelqu'un qui se sent investi d'une mission divine pour délivrer le Cameroun de le faire entrer dans une coalition. Pire encore, de lui demander de se retirer au profit de quelqu'un d'autre. Ça, ce sont les tares congénitales de l'opposition qui se sont répétées au fil des élections. C'est pour cela que la démarche du groupe de Douala a eu cette singularité de ne pas désigner quelqu'un, de ne pas dire que Anicet Ekane est candidat et il faut que tout le monde vienne se regrouper derrière lui. Parce qu'à partir de là, la démarche est même faussée. Parce que vous avez déjà d'emblée désigné un candidat et vous appelez tous les autres de venir coaliser derrière lui. La démarche du groupe de Douala est totalement en contraposé, c'est-à-dire mettons-nous ensemble et faisons un conclave pour faire sortir la fumée blanche, un peu comme la désignation du pape. Absolument, mais mettons-nous ensemble et puis regardons-nous dans les yeux qui est le candidat qui et s'il ne s'agit pas de parler de programme, de stratégie, de... Non, pas ici, parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans la vie politique d'un pays, il y a des alliances circonstancielles, stratégiques, qui sont conjoncturelles. Nous sommes à une conjoncture. Et c'est pour ça que le groupe de Douala voudrait que le candidat qui est élu, s'il remporte la victoire en octobre 92, il organise un gouvernement de coalition pour que tous ensemble, nous aboutions à une nouvelle réforme des institutions et de tout le reste pour le Cameroun. D'accord. Voilà, Basile Togo, trahison, contradiction, échec. Qu'est-ce qui peut en être la raison? Moi, la première raison que je peux mettre sur la table, c'est qu'il y a trop de présidents des partis politiques, mais il n'y a aucun qui veut être président de la République. C'est la réalité. Alors, on arrive, mais c'est quoi la nuance pour vous? La nuance, c'est que vous avez des personnes qui... je crois qu'il y a à peu près la même chose que moi. Hein, qui, au regard... Que vous avez envoyé pour créer la diversion au niveau de l'opposition. Et vous a laissé parler. Et il y a des personnes qui, au regard de leurs actions, prouvent à suffisance qu'ils n'ont aucune volonté de prendre le pouvoir. Parce que la prise du pouvoir, il y a quand même un cheminement logique qu'il faut suivre. Lorsque vous êtes leader d'un parti politique et que vous estimez que vous ne pouvez pas vous ranger derrière quelqu'un pour l'accompagner, n'est-ce pas? Si ce n'est pas vous, rien ne marche. Personne qui doit être portée, mais qu'est-ce qui peut marcher? Et lorsque nous constatons cela, vous voyez que le peuple camerounais observe. Ils observent la scène politique. Et ils voient à suffisance que ces partis politiques de l'opposition ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Regardez un peu comment les coalitions se font dans d'autres pays. Je prends le cas de la France, qui est souvent très médiatisé. Vous avez les partis de gauche qui se rassemblent, ils font tous une investiture et toute la gauche décide. Tous ou presque, hein. Vous voyez qu'il y a souvent Mélenchon et autres qui se détachent, mais toute la gauche décide, n'est-ce pas, d'accompagner le vainqueur de cette investiture-là au niveau de la présidentielle.
Ici, vous voyez, comme le grand Foucault l'a dit, quelqu'un qui se déclare candidat et il invite les autres à venir l'accompagner, sans tenir compte, n'est-ce pas, de son bagage au niveau de la masse, sans prendre en compte, n'est-ce pas, de sa présence même sur la scène politique. C'est très important parce que la présence sur la scène politique est un élément aussi catalyse qui prouve à suffisant que vous avez de l'expérience politique. Bien sûr. Il y a des gens qui ont commencé la politique en 2011, mais qui estiment que non, parce qu'ils sont populaires dans les réseaux sociaux. Il est important que les gladiateurs de la scène politique comme Bele Bouba doivent venir l'accompagner. Mais c'est incongru lorsqu'on pense à cela. Alors que quand vous voyez l'UNDP qui a des élus et vous n'avez pas des élus, comment vous voulez donc que quelqu'un, un parti politique qui a des élus, puisse venir vous accompagner au risque que votre dossier ne passe même pas au niveau des LECAM? Donc c'est tout un ensemble de choses là donc que le peuple observe. Et le peuple n'a pas véritablement confiance à l'opposition parce qu'ils estiment qu'ils font tout, mais personne ne veut être président de la République. Il a plutôt confiance au RDPC. Actuellement, oui, bien évidemment, parce qu'au RDPC, c'est la moindre des choses, nous sommes structurés, nous sommes bien organisés. Hein? Il nous arrive bien souvent, hein, M. Dipita, que nous soyons dans des débats télévisés. Nous avons 4 panélistes qui sont contre nous. Même le journaliste est même souvent contre nous. Mais nous nous en sortons. Nous ne sommes pas des pleurnichards. Parce que nous sommes habitués, n'est-ce pas, à la confrontation. Et nous aimons même la confrontation. Le RDPC souhaite qu'il y ait une confrontation politique. Parce que la victoire est de temps grande et de temps belle lorsqu'elle est difficile à acquérir. Nous n'aimons pas la facilité au sein du RDPC. Nous sommes habitués à la compétition. Et c'est ça que le peuple voit. C'est cette attitude que le peuple voit. Et le peuple désire, le peuple nous félicite pour ça. Moi, il y a des émissions où je sors souvent, on dit que non, ils étaient contre toi, mais tu as tenu, tu n'as pas pleurniché. Oui, parce que, regardez, depuis 90, moi je prends toujours la 90, les différentes lois sur la liberté d'expression, la liberté d'association, de communication. Depuis 90, vous voyez que c'est la même rhétorique au sein de l'opposition. Il n'y a pas ça, mais finalement aucune solution ne se dégage. Mais ce disque-là est complètement rayé. Le peuple a besoin de solutions. Le peuple a besoin de prouver, de savoir qu'ils peuvent compter sur tel en termes d'apport en solution. C'est vrai qu'il y a des besoins. Mais l'opposition n'en profite pas parce que il n'y a aucun leader au sein de l'opposition, excusez-moi d'être aussi dur, mais c'est une réalité, qui souhaite vraiment prendre les rênes de ce pays. C'est la raison pour laquelle j'estime que le seul bon choix, c'est le RDPC, à savoir le président Paul Biya. C'est une évidence. Puisque lorsque vous voyez la scène politique et lorsque vous étudiez la sociologie du peuple camerounais, il est important de démontrer et de le savoir, que c'est le peuple qui ne voudrait pas qu'il y ait attenance à la tête de l'État. Parce qu'ils ne voient pas qui est-ce qu'ils vont mettre après Paul Biya. C'est la réalité. Et vous entendez les cris. Il faut qu'il y ait une coalition, il faut que vous mutualisez, il faut qu'il y ait... Mais il y a au moins déjà 3 groupes. Il y a l'APC, il y a l'ATP, il y a maintenant le groupe de Douala. Finalement, ils vont suivre qui? Bon, la seule personne, ou bien le seul parti à qui ils ont confiance, c'est le RDPC. D'accord. Eric Niamsi, vous avez constaté que j'étais un peu en train de sourire quand j'écoutais le développement du représentant du RDPC. Ça me fait beaucoup sourire parce que je pense que le RDPC n'a pas de leçon à donner à l'opposition, ou du moins en ce qui concerne l'organisation de l'opposition, parce qu'il y a aussi leur responsabilité, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le RDPC peut quand même instrumentaliser les institutions de la République et par là l'État et avoir une certaine influence dans la sphère politique de notre pays. Essayer aujourd'hui de diviser l'opposition, de fragiliser l'opposition. Donc il y a la responsabilité également du RDPC à travers l'État
dans la fragilisation de l'opposition. Donc, le RDPC n'a pas de leçon à donner à l'opposition. Maintenant, la responsabilité de l'organisation de l'opposition revient à l'opposition. Parce qu'à un moment donné, vous savez, monsieur Dipita, on peut avoir les divergences idéologiques. Ce sont des divergences à un moment donné qui amènent aux ruptures, ou du moins à des cassures qu'on observe au sein des alliances. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Aujourd'hui, on peut être amis, demain, bien sûr, on devient des adversaires. Absolument. C'est ça la réalité de la politique. Donc maintenant, nous sommes dans une situation où les leaders politiques doivent, au-delà des divergences, mettre sur la table l'intérêt supérieur du peuple. Parce que le peuple a soif du changement. Le peuple a soif de l'alternance. Maintenant, pour que l'opposition soit le corollaire de cette alternance, ou du moins soit la cheville ouvrière de cette alternance, il va falloir qu'à un moment donné, on fasse preuve de hauteur. Et cette hauteur, ça appartient aux responsables politiques. Et je pense que au niveau d'APA, le leader également est dans cette perspective. Donc à un moment donné, il faut faire des concessions. Il faut faire des concessions. Si on n'est pas capable de faire des concessions, on va avoir des difficultés. Mais quand on fait des concessions, c'est pour effectivement arriver à un objectif. Puisque on parle des alliances ici. Lorsqu'on parle de la coalition, lorsque on met sur pied une coalition, c'est pour atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est inverser le rapport de force. Parce qu'on a besoin de joindre les forces pour pouvoir créer une dynamique assez forte. Qu'est-ce qui est dans l'origine des trahisons? À l'origine, il y a beaucoup de choses. Lorsque je vous parle qu'à un moment donné, il faut faire des concessions, il faut faire preuve de hauteur, c'est juste parce qu'il y a aussi des petites personnes au sein de l'opposition. Quand je parle de petites personnes, c'est au niveau effectivement de l'attitude, des comportements. À un moment donné, on doit mettre l'égoïsme à côté. Nous sommes dans un contexte où le peuple réclame le changement. Et la carte du changement appartient aux responsables de l'opposition qui doivent effectivement démontrer leur hauteur en essayant de trouver consensuellement une solution. Pourquoi pas chercher quelqu'un entre eux qui peut effectivement porter la dynamique. Dynamique d'abord, hein, sur la même question. Oui, je resterai sur ça, mais je ferai une parenthèse sur les propos de M. Kouo. En 92, il y avait des grands candidats. Ouais. En 92, il y avait Jean-Jacques Ekindi. Et pendant les 5 minutes qu'on lui donnait, il était suspendu d'antenne jusqu'à la fin de la campagne. Non, je n'ai pas dit qu'à côté non. Je reviens, vous avez dit qu'il y avait... Pour le changement, il y avait des petits candidats. J'ai dit qu'il y avait d'autres candidats, justement. Je sais que tous les Camerounais ont vu quelqu'un qui a pris la parole et le poste national a décidé qu'il ne passe plus. C'est là où le RDPC a compris qu'ils peuvent tricher. Il est où actuellement? C'est là où le RDPC a compris qu'ils peuvent tricher et qu'on ne leur fera rien. Après cette élection, Jean-Jacques Ekindi a soutenu John Fundi pour dire qu'il y a des leaders qui peuvent se retirer pour soutenir les autres. Quand je reviendrai sur lui qui parle d'un parti structuré et que la désolation est tellement gravissime que on voit 2 ministres se chamailler sur la candidature du président dans un parti structuré. Où on voit Léon Teller dire qu'il faut qu'on convoque le Congrès parce que la candidature du président à vie ne marche pas avec lui, il faut qu'il y ait un Congrès parce qu'il veut se porter candidat.
Si vous ne pouvez pas tenir votre base, vous n'êtes pas structuré. Aujourd'hui, nous allons droit. Vous êtes structuré. Nous sommes structurés. Il est pas au courant de ça. Il n'est pas bien au courant de ça. C'est pour ça que vous avez reçu le courrier qui lui dit de ne plus pouvoir intervenir. Il est invité aujourd'hui comme homme politique et non comme leader du MP. Je vous laisse poursuivre. Quand on prépare une élection, il faut d'abord mettre sur pied les éléments de force des partis politiques. Aujourd'hui, il y a 18 partis qui ont des élus. C'est pour dire que ce sont les partis qui vont constamment concourir au suffrage universel des élections. Quand on fait une union, avoir les 370 partis ou bien les 350 partis qu'on a, et qu'on prenne 340 qui n'ont jamais fait une élection du début jusqu'à la fin, on appelle ça une union de faibles. Quand on dit l'union fait la force, on doit d'abord connaître les forces des partis avant de les mettre ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 350 partis. Et quand on voit 37 déclarations de candidature, et qu'on s'aperçoit que dans ces 37 déclarations de candidature, il n'y a pas les 18 partis qui ont même des élus. C'est là où on rentre dans ce que vous avez dit, qu'on les aide à être candidats pour disloquer le bloc que l'opposition veut se faire. Mais maintenant, pour que notre peuple camerounais soit sûr et conscient de ceux qui vont voter, il faudrait que dans les 18 partis-là, on puisse sortir ceux qui ont des élus. Et pour sortir ceux qui ont des élus, il y a déjà certains qui sont partis du RDPC, de leur coalition avec le RDPC, mais d'autres, il faudrait que les gens tirent au moins les épingles du jeu. Parce qu'il faut bien comprendre, ceux qui se sont retirés, posez-vous la question de savoir dans combien d'élections présidentielles ils sont partis et qu'ils ont suivi jusqu'à la fin. D'accord. Pour vous dire que même pendant les élections, ils peuvent faire un revirement. Donc, tout le monde doit avoir un œuvre vraiment fixé sur l'objectif. On poursuit les questions, vous allez peut-être revenir dessus. Mais au regard donc de... J'ai fait de cette défaillance en termes d'alliance, de coalition, de mise ensemble pour, qui sait peut-être, aller contre les adversaires politiques. Est-ce qu'on ne devrait pas interroger l'éthique politique en elle-même, dans ce sens que certains y vont peut-être de bonne foi, et vous l'avez d'ailleurs dit sur ce plateau, d'autres pour des intérêts égoïstes. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Donc autant y aller 37 candidats. On a enregistré notre candidature tout à l'heure, on va en parler, tout au moins l'annoncer. Donc une 38e, on a déjà pratiquement une quarantaine de candidatures pour un fauteuil à 30 millions. Bon, les caisses de l'État vont quand même souffler un peu. Alors, est-ce qu'on peut interroger, Basile, l'éthique politique des acteurs qui effectivement conduisent ces partis qui sont au cœur même de la vie politique de notre pays? Oui, ça revient à ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, qu'effectivement, il y a beaucoup de présidents des partis politiques, mais personne n'a la carrure d'un président de la République. La preuve est que tout le monde veut être président, mais ce n'est pas les moyens qu'il faut pour y arriver. Ou alors on n'a pas les moyens. Ou bien ne veut même pas utiliser les moyens qu'il faut. La réalité est que quand on va au sein de l'opposition, vous avez plutôt l'impression que les gens sont rentrés pour ternir l'image des uns et des autres. Il n'y a rien qui sous-tend une volonté de pouvoir fédérer les Camerounais à un projet. Vous avez l'impression que les gens ont créé des partis politiques pour tirer sur tel ministre. Soit peut-être ils ont un problème d'enfance, ils ont un problème de, excusez-moi d'utiliser le terme, de femmes. Mais la réalité... On va créer un parti politique parce que... Oui, mais pour résoudre des problèmes. Oui, c'est ça, malheureusement. Parce que être leader d'un parti politique, il y a quand même des éléments qu'il faut avoir. Le premier élément, c'est au niveau du langage. Regardez un peu la scène politique aujourd'hui. Elle est complètement
terni, n'est-ce pas, par un certain nombre de discours qui n'arrangent pas. Un leader de parti politique ne peut pas, qui souhaite vraiment être président de la République, ne peut pas se rabaisser à un certain niveau en tenant des langages qui ne sied pas. Je ne veux même pas citer le nom de certaines personnes, mais vous-même qui couvrez l'actualité politique, vous pouvez dénombrer un certain nombre de personnes, que ce soit dans les médias où on appelle l'autre chien, on appelle le chat, on appelle l'imbécile. On pose une question sur tel, il renvoie plutôt sur le tel ministre. On pose sur l'environnement, il renvoie sur le ministre de l'enseignement supérieur. Vous voyez donc que ce type d'attitude-là montre au peuple que ce ne sont pas des personnes sur qui il faut s'appuyer pour véritablement apporter ce qu'ils appellent le changement. D'accord. C'est une réalité. Permettez-moi de chuter en répondant parce que j'ai été interpellé, en tout cas mon parti a été interpellé par le représentant du MP pour dire qu'effectivement le RDP c'est un parti structuré. Au niveau même déjà de ses statuts, règlements intérieurs, au niveau de son organisation territoriale, d'accord, c'est important de le dénoter. Sur les 360 arrondissements que contient le Cameroun, nous avons une section. Dans les départements, nous avons un représentant départemental du comité central. Au niveau régional, nous avons un représentant régional du comité central. Au niveau national, nous avons un bureau national, bien évidemment. Donc vous voyez que le RDPC est suffisamment structuré. Les éléments aussi qui permettent de constater la structuration d'un parti, il y a la technoscripture. Nous avons le congrès, nous avons le bureau national, nous avons aussi le secrétariat général. Votre préoccupation, certainement sur le congrès, au sorti de l'élection, des renouvellements des organes de débat de 2020, tous les bureaux de section, sous-section, comité de débat ont été renouvelés. Bon. On a pris la décision de ne pas de renouveler, n'est-ce pas, que le bureau national renouvelle le mandat des membres du bureau politique. Vous le savez, puisque le Congrès a donné la latitude au bureau politique d'agir en son lieu et place. Bon, maintenant, sur la question, votre préoccupation concernant celui dont je ne veux pas prononcer le nom parce que j'estime que c'est du buzz. Les articles, les textes de notre parti sont clairs. Au niveau de l'alinéa 27, article 27, alinéa 3, il n'y a pas de doute sur le président, la désignation du candidat à l'élection présidentielle, c'est le président national. Le président national étant son excellent Paul Biya. Par conséquent, vous savez qu'il y a eu des précédents. C'est le candidat statutaire. Il y a eu des précédents lors des congrès. Je me souviens, René Zenguele a une fois été... Oui, effectivement, lors d'un congrès, il peut arriver qu'on mette à l'ordre du jour, n'est-ce pas, la place du président national. Il peut arriver, non, il peut, mais ce n'est pas obligatoire, puisque l'article 27 alinéa 3 annule traite la question. Maintenant, il peut arriver qu'à l'ordre du jour, on mette, n'est-ce pas, le vote du président national. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté au sein du RDPC. Il n'y a pas de bicéphalisme au sein du RDPC. Il faut que ça soit clair pour tous ceux qui nous écoutent. Bédimo, sur la question de l'éthique politique. Oui, j'ai envie de répondre depuis longtemps. Je commence un peu plus loin. C'est-à-dire, il faut pas qu'on fasse une confusion sur ce que c'est que des alliances ou de... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une confusion qui est en train de se faire là. À la veille d'une élection, il ne peut s'agir que d'alliances tactiques, stratégiques. À la veille d'une élection, on ne peut pas venir faire des alliances structurelles, idéologiques. Bon, j'ai entendu Basile dire tout à l'heure que prendre l'exemple des partis en France et tout ça, non. Là, c'est des alliances structurelles, idéologiques. Quand les mouvements écologistes en France s'allient avec le Parti socialiste depuis la nuit des temps, mais ça, c'est des alliances idéologiques structurelles parce que idéologiquement, ils sont proches. Mais quand on est à la veille d'une élection présidentielle, on constitue des alliances tactiques. On ne peut même pas... Et d'ailleurs, au Cameroun, difficile même de parler d'alliances idéologiques, structurelles, parce que si on va interroger maintenant les idéologies des partis, les programmes des partis, je ne sais pas si on y trouvera quelque chose. Parce que si des partis avaient chacun
un programme, une idéologie à présenter, on n'aurait pas 350 partis. 350 partis, ça veut dire que nous avons 350 idéologies différentes. C'est pour ça que vous m'avez entendu dire tout à l'heure qu'en fait, il n'y a que 2 courants politiques au Cameroun. D'accord. Non, je ne fais que il faut terminer parce qu'il nous reste 10 minutes et on a encore le temps de prendre. Vous avez 2 minutes pour terminer. Oui, parce que le véritable problème, le véritable questionnement, c'est aussi la conscience politique des populations. Absolument. Parce que sur la base de quoi les partis politiques se constituent chez nous? Nous savons tout ce qu'il y a, les partis des Bamoun, les partis des Bassa, les partis des Bamliké, c'est clair. C'est la base communautaire? Absolument, que les partis ne se constituent que sur une base communautaire. Comment terminer en 1 minute? À partir de là, comment allez-vous parler d'idéologie? C'est pour cela que nous voulons que pour le moment, nous fassions des alliances tactiques, juste conjoncturelles, parce que nous devons tout revoir. Parce qu'il y a une conscientisation des masses à faire. On ne va pas à un parti politique parce que c'est un frère du village qui est leader de ce parti politique. On intègre un parti politique parce qu'on regarde au fond ce que ce parti politique propose pour le pays. Nous espérons que nous arriverons à cela. Pour le moment, faisons des regroupements tactiques pour venir à bout du régime RDPC. Eric Homo, c'est l'éthique. Vous avez déjà dit un mot dessus, je crois. Allez-y, Eric. Il faut moraliser la politique chez nous. Les responsables politiques doivent davantage être portés vers l'intérêt général. C'est très important. Au lieu de rester dans l'égoïsme, pourtant, il y a des attentes des populations. Le peuple attend vraiment de ses responsables politiques. Dans le processus de l'alternance dans notre pays. D'accord, avant peut-être de prendre la transition pour passer au message, on va donc enregistrer cette nouvelle candidature déclarée. Elle est de Noucha Fotso Eric Ghislain. Il est donc, en fait, il a fait une déclaration officielle de candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2005, une déclaration évidemment qui nous est parvenue certainement donc d'ici le 11 août prochain, on aura définitivement cette position-là. Il y a cet autre communiqué du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en gros, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a récemment été approché par des émissaires du MCNC cette fois-là, porteurs d'une invitation à prendre part à leur prochaine assemblée générale. Lors des échanges qui s'en sont suivis et à la demande express des 10 émissaires, des discussions ont porté sur la possibilité de collaboration entre les deux formations politiques, notamment dans la perspective d'une mutualisation de certains moyens logistiques pour la campagne présidentielle à venir. À aucun moment, il n'a été question de payer pour que le MCNC investisse le président national du MRC comme son candidat à l'élection présidentielle 2025. Les sommes évoquées étaient exclusivement destinées à la production de gadgets de campagne en cas d'accord stratégique. Donc c'est un démenti parce que précédemment le MCNC a fait une publication pour dire que certains de ces cadres ont pris de l'argent dans le cadre d'une négociation avec un certain parti. Et je crois que là, le MRC, lui, il sort de ce commentaire-là pour faire un démenti. C'est grave. Alors, le directeur général de l'ECAM, pour finir cette phase, informe, mais à la connaissance du public et les acteurs du processus électoral, que le portail web d'élections de Cameroun est désormais accessible. Il a donné l'adresse. Alors, ce portail donne accès au site web. Concernant le site, un large spectre d'informations est véhiculé sur ce qu'il y a à savoir quant à vos bureaux de vote, bref, il s'agit de... Vos cartes d'électeurs et le reste. Vous pouvez voir si vous êtes inscrit et autres. Et même avoir toutes les informations. Autre élément à noter, Issa Thirouma Bakari déposera sa candidature demain à Yaoundé à Elections Cameroun et s'en suivra une déclaration à l'opinion publique. Il va donc aller le faire. Maurice Kamto également déposera son dossier de candidature vendredi prochain, toujours à Yaoundé, dans la perspective de cette même élection présidentielle. On va prendre un ou deux messages de quelques-uns. Peut-on véritablement diriger un pays à 93 ans?
C'est une question pertinente. Oui, je pense que c'est une question qui revient régulièrement au sein des médias, oui. On le peut. Parce que il y a 3 facteurs essentiels qui permettent, n'est-ce pas, notre physionomie d'être un peu plus importante, bien imposante les uns les autres. Premier facteur, c'est l'hygiène de vie. Si vous avez une bonne hygiène de vie, vous pouvez avoir un certain âge et ça ne se ressent pas, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Vous dites qu'on peut, le faire, c'est l'essentiel à retenir. On peut le faire parce que l'essentiel ici, ce n'est pas... c'est d'avoir toutes ces facultés mentales et cognitives. Et vous certifiez qui les a. Parce que... Cela dit, on passe à un autre message, si vous permettez. Question majeure, bonsoir au grand panel. D'où sortent les 621 350 électeurs inscrits de la région du Nord-Ouest? Vraiment, vraiment, vraiment. Plus que le Sud-Ouest. Incroyable. Bref, c'est un téléspectateur qui nous envoie la question depuis l'Ouest. Bonsoir, l'émission sur tous les plateaux. L'opposition parle... Bon, je lis comme c'est venu. Bon, alors je devrais corriger. L'opposition ne parle que du RDPC. Qu'est-ce qu'il nous propose? Rien du tout. Étienne, depuis Niala. Donc voilà en gros, alors un autre message qu'on choisit. Bonsoir, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment nous les Camerounais, nous voulons le changement et que personne ne veut s'entendre avec l'autre. Tout est parti, tous ces partis politiques ne s'entendent pas. Plus que tous veulent être président, ça ne va pas marcher. S'ils veulent qu'il y ait vraiment changement dans notre pays, ils doivent s'unir pour envoyer un seul candidat de l'opposition, Carlos depuis Yaoundé. Voilà, en gros, hein, on va peut-être dire un mot de sortie, de conclusion, mais dis-moi. Oui, pour répondre peut-être à 2 questions de téléspectateurs. Sur la première, peut-on dire jeune pays à 93 ans, je crois qu'il faut moins s'arrêter sur l'âge du président que sur les années passées au pouvoir. La bonne question, c'est au bout de 43 ans, qu'avez-vous fait pour demander une autre investiture au peuple? Je crois que cette question, elle a plus de sens parce que là, on peut y répondre plus facilement. Un dernier mot? Oui, notre parti, nous sommes engagés dans cette campagne. Je crois que le président national n'a pas... Il a commencé effectivement dans cette dynamique parce que, vous savez, le défi aujourd'hui, c'est de réunir les signatures. Donc, il se trouve actuellement du côté de Macaque pour poursuivre avec cette dynamique. Donc, il veut aller jusqu'au bout. Hein. Bien sûr. Basile. Il sera candidat. Comme mot de fin, je voudrais rappeler au peuple camerounais qu'ils ont un contrat social avec le RDPC. D'accord. Et que ce contrat continue jusqu'à 2032. Et comme mot de fin, chez nous les Bantous, on dit on ne lève pas un vieux qui est assis. Dynamique, en une seconde. Chez nous les Bantous, on dit il faut savoir quitter la scène avant que vous ne quittez. Et demain, le thème qu'on abordera demain, c'est candidature multiple, opposition divisée, fatalité ou stratégie. Merci d'avoir suivi. Derrière, retrouver Oriane Dorquin et Oni Ladonnette qui vont présenter le journal bilingue de 20h sur cette antenne. Moi, je retrouve donc demain à 18h30 pour une autre édition de élection de présidentielle 2025 dans le cadre de cette année électorale. Bonsoir et à demain.